Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Rémi Brassac, qui est un auditeur du podcast et on a été mis en relation par Simal parce que tu es aussi un athlète élite. Hein, ça y est, tu rentres dans cette catégorie-là maintenant, hein, je pense, avec ton palmarès qui est récent mais qui est quand même impressionnant. Comment vas-tu, Rémi? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je sors d'une petite semaine de repos après une course un peu intense à Annecy. Donc on reprend doucement, mais la forme est là, ouais. T'as fait le fameux tour du lac, hein, à Alors pas Annecy, le demi-tour pas du le coup, tour moi je complet. faisais Ouais. la marathon race, ouais. Alors avant qu'on parle qu'on rentre dans le dur, hein, qu'on parle course à pied, vie de famille, vie professionnelle, mise au sport et tous les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bah en quelques mots, je suis co-gérant d'un magasin de cycles sur la ville de Mans dans le Lozère. J'ai attaqué la course à pied, le trail, il y a peu de temps, on va dire, comparé à certains autres athlètes. J'ai une compagne depuis de longues années maintenant, même si on n'est pas mariés, et j'ai un petit enfant de 4 ans et demi. Voilà, que ce soit ma compagne ou Nathan, ils me suivent sur quasiment tous mes déplacements. Donc ça, c'est un gros point positif pour moi. Et voilà, bah, écoute, j'essaye aussi de faire de mieux en mieux. Et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, mais bon, pour l'instant, les résultats sont pas trop mal. Alors parle-nous de justement ta mise au sport. Comment est-ce que c'est arrivé et puisque tu dis que c'est assez récent, ça date de quand et comment est-ce que c'est arrivé? Bah écoute, c'est assez récent, ouais, parce que si on consulte mon ITRA, je pense que j'ai des courses côté ITRA que depuis 2017 ou 2018. Il y a rien avant. En fait, c'est venu tout simplement. Je faisais pas mal la fête avant, pas beaucoup de sport, un tout petit peu de vélo, mais c'était vraiment rien de fou. Je sortais une fois par semaine, au grand max 2 fois le week-end, mais c'était vraiment à titre amateur et sans aucun objectif de performance. Et puis voilà, un jour je me suis un peu repris en main en voulant en perdre quelques kilos en trop et en essayant d'avoir une hygiène de vie un peu plus saine. Ça a Et été quoi cet élément déclencheur? bon, C'est toi qui t'es dit alors toi-même l'élément ou? déclencheur de retrouver une vie un peu plus tranquille, ouais, ça c'est moi qui me le suis mis en tête. Après le gros élément déclencheur sur, on va dire la compétition, c'est une course, voilà, à côté de chez moi qu'on a fait, c'était un duo en fait. Et donc avec mon frère qui courait depuis quelques temps, lui, on s'est dit, bah, on peut aller faire ça. C'est dans 3 semaines ou un mois. T'essayes de le préparer un peu et on va faire cette course. Et finalement, bah, tu vois, c'est quand même une course du quartier, hein, mais il y avait une centaine d'équipes et je crois qu'on finit 5 ou sixième. Donc à partir de là, avec 3 semaines de course dans les jambes, je me suis dit, oh, bah, on va essayer de courir un petit peu plus et de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et voilà, c'est cette Et ton course-là frère, en il fait, était ton frère, il a quoi comme niveau? Il court bien, hein. En ce moment là, c'est un peu compliqué pour lui professionnellement de trouver du temps, mais c'est un bon coureur, hein. Sur les courses locales, c'est quelqu'un qui joue devant. Donc voilà, déjà de faire la course avec lui, d'arriver à peu près à le suivre et d'en plus faire une place honorable, ouais, ça m'a bien motivé. C'est ce qui m'a fait un peu le déclic là-dessus. Ouais. Parce que c'était une course en duo et Ouais, pas en c'est ça. relais, hein. Ouais, Vous étiez ensemble. c'était un duo, donc il fallait courir du début à la fin ensemble. Ouais. Et alors comment ça s'est passé cette course? Est-ce que c'est lui qui t'a tiré? Qu'est-ce qui a été Oui, oui, d'ailleurs? là, enfin oui, c'est lui qui m'a tiré. Je pense qu'il était quand même un peu plus rapide que moi, hein. Mais dans l'ensemble, on est parti avec les groupes de tête et on a réussi à finir avec pas avec eux, mais on n'était pas très loin et donc on était 5 ou sixième, je me rappelle plus exactement, mais voilà, ça a été un peu le déclic. Et l'autre course qui m'a vraiment fait un peu basculer dans le mode compétition, c'est quelques mois après, j'ai été sur le Festival des Hospitaliers faire le 14 km.
Et là, pareil, c'était donc là une course un peu plus importante. On était 5 ou 600 au départ. Et mon objectif de base, c'était de faire top 100. Et en fait, je l'ai fait avec un ami à moi. Et lui, il fait 4 ou 5. Et moi, j'avais fait, je me rappelle, 7e de cette course. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, mais sur les courses à grosse densité, t'arrives à quand même faire un top 10, même si c'est les petites courses. Donc voilà, ça a été le second déclic qui m'a vraiment fait basculer dans le mode compétition, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive sur un sport comme ça qu'on connaît pas et que parce que tu étais novice dans le sport et puis tu t'arrives à jouer devant. Est-ce qu'on se dit mais en fait ils sont pas si forts que ça dans ce sport? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je suis devant et ou est-ce que c'est moi qui a du talent? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, pour être franc avec toi, en fait, même moi au début, je comprenais pas parce que j'avais déjà fait, alors chez moi, je sais pas si tu connais, mais il y a le semi-marathon Marojolmand. C'est un semi-marathon un peu connu où il y a 700-800 mètres de D+. Donc c'est un semi-marathon bien spécifique. Et en fait, ça, je l'avais fait une année vraiment pour pas entraîner, et j'avais fait pour tester parce que chez nous, c'est un peu la course à faire, quoi. C'est si t'as pas fait ça, c'est que t'as pas fait de course à pied, quoi. Et en fait, j'avais fait 2h13 sur ce marathon-là, sur ce semi-marathon, ce qui est pas foufou. Et donc quelques années après avoir fait quelques entraînements et voir que j'étais devant sur certaines courses, ouais, très franchement, même moi je le comprends pas, quoi. Il y a eu un cap qui s'est fait, et alors que je m'y attendais pas, je m'étais pas forcément préparé pour ça, quoi. Et pour te donner un peu un exemple, l'année suivante, mon début de course à pied, j'ai refait ce semi-marathon. Et dès mon premier coup d'essai avec de l'entraînement, j'avais fait 1h35. Alors ouais, 3/4 d'heure de moins quasiment. Ouais, alors il y a 10 ans d'écart, hein, entre les deux tentatives, parce que je crois que c'était 2008 ou 2009. Et ouais, je suis passé de 2,13 à 1,35 en m'entraînant, quoi. Et sachant que j'étais pas du tout structuré quand même à l'époque, je faisais 3 footings par semaine et pour moi c'était ça l'entraînement, quoi. Et alors, tu es pas le premier à m'avoir déjà partagé cette histoire. C'était Lucas Papi aussi qui avait découvert le sport un peu tard et puis qui direct avait fait des top 30, enfin des classements comme ça que personnellement j'ai jamais fait, hein. Donc de très bons classements et qui a découvert comme ça un talent pour ce sport. Et comment est-ce que toi t'as cherché à l'expliquer un petit peu, je sais pas, dans ta famille, enfin tu dis que ton frère il a quand même un niveau correct. Est-ce que tes parents étaient sportifs? Est-ce que tu étais jeune, tu touchais un peu à tout? Comment t'expliques ça? L'expliquer, alors oui, mon frère, moi, ça a toujours été un sportif. Il a attaqué la course à pied plutôt que moi avec, ouais, enfin, c'est un bon coureur. Après, mes parents, ils étaient pas super sportifs. J'avais mon papa qui faisait pas mal de vélo, mais ni en compète, ni quoi que ce soit. Puis il avait arrêté très longtemps, il s'y est remis sur le tard. Donc non, pas une famille de sportifs vraiment pur et dur. Donc pas forcément, non, de prédisposition à faire ces perfs-là. Donc non, c'est un peu inexpliqué, mais ouais, comme je te dis, moi au début, mes premières courses, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que les dernières fois que j'avais couru, j'étais complètement collé, et 10 ans après, en reprenant de la course à pied, j'arrive à être devant, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, ouais. Et en vélo, t'as ce niveau aussi qui est correct ou? Ah, alors nous, on va sûrement en reparler après, mais avec mon entraîneur, on intègre énormément de vélo sur ma préparation. Donc je vais pas dire que j'ai le même niveau en vélo, parce que si je devais faire des courses avec du niveau national ou international, je serais pas parmi les top cyclistes. Mais oui, en vélo, j'arrive à avoir un niveau assez sympa, ouais. Alors justement, allons-y. Tu as eu le déclic de te dire, ça y est, j'ai peut-être une carte à jouer en faisant 3 footings par semaine. Il faudrait peut-être que je structure un peu plus mon entraînement. Et vient l'arrivée de Patrick Bringer, qui est maintenant ton entraîneur. Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Alors juste pour préciser, avant que je communique avec Patrick, je m'étais fait pendant 1 an et demi moi-même mes plans d'entraînement en structurant du coup plus que des footings, en faisant des séances, en faisant un vrai planning à respecter jour par jour. Et déjà là, j'avais vu que je repassais quand même, que j'avais passé un cap. J'étais passé de faire des top 5 dans les courses locales à faire la dernière grosse échéance que j'avais fait en me préparant moi-même, c'était la MCC, c'est le 40 km de l'UTMB qui fait Martigny-Chamonix et j'avais fait quatrième scratch là. Donc c'est là, voilà, j'avais repassé un cap en faisant moi mes plans d'entraînement et après cette course, je me suis dit ah ben tiens, peut-être que si moi avec les moyens du bord, j'arrive à me faire des plans et j'arrive à passer des caps, je pense qu'en prenant un entraîneur un petit peu plus euh, performant et qui sache vraiment quoi faire avec moi, on va peut-être pouvoir passer d'autres paliers. Et c'est là du coup que j'ai fait appel à Patrick. Et là encore, ça a été un gros déclic pour moi. Et au bout de, je vais pas dire quelques semaines, mais pas loin, hein, je suis pas loin de la vérité. Au bout de quelques semaines, on commençait déjà à passer des caps, quoi. Ça a été assez impressionnant. Et tu vois, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis coaché par Patrick et encore aujourd'hui, on vous voit la progression qui est quasiment constante, quoi. Donc ça a été un gros plus pour moi. Ouais. Concrètement, quels ont été les plus gros changements entre toi qui t'entraînes tout seul avec un plan que tu as trouvé ou tu as fait ou euh, versus l'arrivée de Patrick dans ton... Bah déjà en termes de volume, le volume que Patrick me fait faire, c'est un peu plus important que ce que moi je m'octroyais. Euh, Après, il y a eu beaucoup plus de spécifiques que ce que je faisais, quoi. En termes de séance, voilà, en termes de comment dire, de savoir-faire sur quoi faire à quel moment. Il est quand même hyper performant là-dessus. On n'a jamais trop loupé un pic de forme. À chaque fois que je suis arrivé sur les courses objectifs, j'étais au mieux de ma forme. Et ça, mine de rien, ça c'est pas un coup de chance, quoi. Je veux bien qu'il y ait un pic de forme, un coup de chance pour les Templiers, mais finalement j'ai eu un pic de forme au Templiers, j'ai eu un pic de forme au championnat de France. Voilà, quand il faut avoir plein de capacités, je les ai, quoi. Et ça, je suis persuadé que voilà, c'est Patrick qui gère ça et pour l'instant, mais écoute, on touche du bois, mais ça a bien fonctionné. Ouais. T'arrives à respecter scrupuleusement ce que ton planning te donne comme séance à faire? Ouais. Alors je suis très je vais pas dire carré, mais assez discipliné là-dessus. Hein. Alors il est pas là pour m'empêcher de mentir, mais tu vois, ça fait 1 an et demi que je bosse avec lui et j'ai dû sauter, je te dis une bêtise, mais 2 ou 3 séances à peine, quoi. Quand j'ai le planning qui est calé, je respecte à la lettre. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas trop de secret hein. Sur ces principes-là. Les gens qui veulent euh, performer et qui font appel à quelqu'un là-dessus, il faut. Enfin, je pense que dans leur démarche, c'est déjà acté, mais il faut se mettre à l'esprit que quelqu'un va te dire quoi faire tel jour, telle heure et dans quelle intensité. Et je pense qu'il faut s'y coller, sinon, si au bout de 3 4 semaines déjà tu as annulé 3 4 séances, je suis pas sûr que ce soit hyper productif, quoi. C'est vrai que ça, c'est un des sujets qui est quand même compliqué déjà de faire la démarche d'avoir un Ouais. programme, parce que beaucoup disent, moi je préfère m'entraîner au feeling. Ben, moi, au début, c'est un peu ce que je me disais. Ouais. Je me disais, pour faire top 5 sur les courses locales, ça sert à rien d'avoir un entraîneur. Puis en fait, on prend tellement d'aisance avec de l'entraînement. Enfin moi perso, je prends beaucoup de plaisir à préparer mes courses. Donc non, un entraîneur, si on pouvait donner quel conseil à des sportifs et des trailers qui recherchent pas forcément la performance et jouer devant, c'est quand même un gros plus. Hein. C'est quand même un gros plus.
C'est vrai que quel que soit en fait l'objectif qui se prépare, hein, d'avoir un plan, un programme, quelque chose qui structure l'année en fait, parce que Ouais. ça se joue à l'échelle de l'année. Hein. C'est quand même intéressant pour éviter aussi tout un tas de problèmes de santé, de blessures, éviter les périodes de lassitude. Ouais. C'est intéressant pour d'autres sujets aussi. Ouais, oui, c'est super intéressant pour plein de choses. Et puis, je le dis à beaucoup de personnes, ce qui peut être bien aussi, sans parler d'aller faire des compétitions à droite à gauche. Moi, je trouve que au début, quand j'ai attaqué la course à pied, moi, ce qui m'a presque le plus plu, c'est que pendant une sortie d'1h30 ou 2 heures, on arrive à faire voilà 2 heures de trail sans forcément voir le diable toute la sortie, en prenant un peu de plaisir et jouer avec les descentes, etc. quoi. Ça c'est possible qu'avec un peu d'entraînement, quand on arrive à avoir deux ou trois allures de course à pied. Ça permet de prendre énormément de plaisir sur les footings quoi. Sans parler de compète, ça amène beaucoup d'aisance. Alors pour qu'on se rende compte un petit peu, même si je sais que ça doit être assez variable, qu'est-ce que c'est une semaine classique d'entraînement de Rémi Brassac? Ah, ça peut être extrêmement variable. On va dire, sur les entre compètes ou entre préparations. C'est des semaines qui peuvent faire entre 6 et 8 heures. Donc pas forcément énorme, hein. 6 heures, 6 heures, il y a tout dedans, hein. Il y a la course à pied, le gainage et le vélo, hein. Ça c'est, on va dire, c'est pendant les périodes un peu creuses. Après, on va dire qu'une semaine médiane, ça va être entre, alors c'est un peu large, mais entre 8 et 12 heures. Et après, moi, je monte très rarement, mais ça m'arrive quelques semaines par an pour préparer les grosses courses. Je peux monter jusqu'à une quinzaine d'heures, quoi. Mais ça, c'est le volume hebdo, c'est assez variable et sur une année, si on devait tout lisser, ça peut faire une douzaine d'heures par semaine à peu près d'entraînement, en mixant vélo et course à pied, sachant que je fais beaucoup de vélo, quoi. Après la semaine type, il n'y a jamais de semaine type avec Patrick. Je pense que depuis qu'on bosse ensemble, j'ai dû faire 2 fois la même séance, quoi. C'est toujours différent. Donc c'est dur de donner une semaine type, mais généralement t'as 2 intensités, 1 ou 2 sorties de vélo et 2 footings, quoi. Si ça fait, voilà, c'est un peu la moyenne, ça. Et alors en tant que co-gérant pardon d'une boîte de vélo, papa, conjoint, comment est-ce que tu arrives à caler tout ça dans ton planning? Bah alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ma vie de famille est pas trop grignotée par mon entraînement. Je fais énormément, enfin je fais pas énormément, je fais toutes mes séances entre midi et 2. Alors j'ai la chance au magasin d'avoir mon associé qui me laisse pas mal de créneaux pour que justement je puisse avoir on va dire le midi 15 heures tous les jours. Et moi, entre midi et 15, j'ai largement de quoi faire les séances que j'ai à faire. Et donc ça grignote pas trop ma vie perso puisque que je sois à la maison tout seul entre midi et 15 ou à courir dans les bois, finalement c'est neutre pour eux. Et après, il y a que le week-end. Le week-end avec Patrick, on a instauré le fait que le dimanche j'ai à minima la demi-journée l'après-midi de famille, on va dire, de repos. Donc, hormis sur les courses où ça prend un peu de temps, j'arrive à bien gérer tout ça. Ouais. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir ma femme qui m'accompagne sur toutes mes courses et tout. Donc, voilà, on essaye de mixer un peu tout ça. Les courses, généralement, on essaye de prendre 3-4 jours de repos et de location. Comme ça, on fait la course et derrière, on profite de 2-3 jours du paysage et du pays dans lequel on est, quoi. Ta femme est sportive aussi, elle aime bien. Elle court un petit peu, ouais, elle court un petit peu. Et là, du coup, pareil, tu vois, pour te
te donner un exemple, elle me suit partout. On va à Chamonix faire le marathon du Mont Blanc là dans 3 semaines. Moi. Et du coup, elle va faire le petit 10 km la veille. Comme ça, voilà, elle fait une course la veille, moi je fais le marathon et on a pris 2 jours derrière pour profiter un peu de Cham. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, des fois, que j'en avais parlé justement avec Laure Desmurs aussi, qui est athlète Simalp, d'avoir son conjoint qui est sportif aussi. Certains disent, j'aimerais bien que mon conjoint fasse du sport et puis puisse me comprendre, m'accompagner, etc. Mais des fois, ça peut être aussi problématique parce que ça soulève des sujets de qui va s'entraîner pendant qu'il faut garder le bébé qui reste à la maison. Bah alors moi, Violaine, elle court pas assez pour qu'on ait un problème de planning sur l'aspect sportif. On arrive toujours à lui trouver les petits créneaux qu'elle a besoin. Après, Laure et Martin, c'est différent, puis c'est deux athlètes élites, donc en termes de créneaux horaires, c'est plus compliqué pour eux. Ouais. Pour moi, d'un point de vue sport, c'est assez facile à gérer. Par contre, en termes de comment dire, de suivi, moi je l'ai déjà dit sur certains articles dans lesquels on en parlait, mais si j'avais pas mon petit et ma femme qui m'accompagnent sur mes courses et qui soient avec moi sur mes décisions que je prends sur les entraînements, etc. Je le dis haut et fort, jamais je ferai ce que je fais, quoi. C'est trop compliqué de laisser tous les week-ends la famille à la maison, toi de partir à Annecy, à Chamonix ou je ne sais où. Il faut pas que ce soit un sacrifice pour la famille. Moi, à titre perso, je deviendrai jamais pro, je deviendrai jamais champion du monde. Donc pour moi, c'est la condition, quoi. Le jour où j'ai ma femme et mon petit qui disent stop, je suis pas sûr de continuer le rythme, en tout cas, d'entraînement que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est la clé. Enfin, c'est une clé maîtresse, c'est que tout le monde soit ok, quoi. C'est vraiment une décision qui est difficile à prendre parce que finalement le sport ça va être un besoin personnel pour toi et puis finalement si la famille dit bah là ce que tu fais ça nous prend trop, bah c'est une décision un peu externe et c'est compliqué à prendre comme choix. Ça serait compliqué. Après je dis pas que j'arrêterai tout, ouais. C'est surtout que voilà, aujourd'hui moi je fais depuis ça a été un peu de toute façon ça a été décidé ensemble que je fasse appel à Patrick. On savait très bien que j'allais m'investir un peu plus, etc. Mais à la base c'est déjà un choix, on va dire, commun. Donc j'arrêterai pas de faire du sport si je voyais que dans la sphère familiale ça passe plus. Par contre c'est sûr que je ferai peut-être pas tout ce que je fais aujourd'hui, voilà, parce que je pense pas que ça en vaille la peine de vraiment trop s'investir si derrière ça pose des complications familiales, quoi. Après voilà, moi je vois les choses comme ça, mais je sais que c'est important pour moi que par exemple tu vois sur des Templiers ou comme le week-end dernier à Annecy, pour moi ça faisait partie de l'équation qui est mon fils à l'arrivée et ma femme, quoi. Ça aurait été trop compliqué à gérer de les laisser à 5 heures de chez moi, enfin que moi je sois à 5 heures de la maison et de vivre une course sans les voir, quoi. Tu es très famille, papa poule? Ouais, ouais, papa poule. En plus là, mon petit il va avoir 5 ans et depuis le début, il était venu voir mes premiers Templiers. Il est né mi-août et il est venu voir mes premiers Templiers 2 mois plus tard, quoi. Donc depuis tout petit, il m'accompagne et je pense que, enfin, je sais pas que je pense, je suis sûr, c'est mon premier fan, quoi. Il a les yeux qui brillent à chaque fois qu'il me voit sur les courses. C'est voilà, moi c'est très important qu'il soit là. Après, si un jour ça le gonfle de suivre, ça sera son choix. Mais pour l'instant, il se régale et c'est ça fait partie de pour moi de la course qu'il soit là, quoi. Il passe les lignes d'arrivée avec toi aussi? Ouais. Quand il peut et que c'est pas trop officiel, il monte sur le podium aussi.
Quand t'as pas d'enfant, tu trouves ça kitsch à souhait, et Et quand ouais, on quand a, tu l'as, ouais. allez. Et puis après, ça fait un peu kitsch, mais tu vois, quand il vient pas, il y a les larmes sur ses joues, donc je me dis que je préfère que ce soit un peu kitsch et qu'il pleure pas et qu'il soit content, tu vois. Hmm. Non, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus beau une arrivée comme ça avec ses enfants plutôt que certaines arrivées que j'ai pu voir notamment à l'ultramarin en pleine nuit où les gens arrivaient seuls et Ouais, repartaient comme ça c'est après triste. 177 km. Je Ouais, trouvais ça d'une tristesse. c'est un peu triste, ouais, c'est un peu triste. Ouais. Mais ouais, Hmm. pour en revenir à ça, oui, moi, tant que tout roule comme ça, je changerai rien. Après, voilà, s'il faut changer un peu, je changerai, mais bon, écoute, pour l'instant, on touche du bois, mais tout le monde a à cœur de venir avec moi et notamment Violaine qui me suit sur toutes mes décisions et donc ça pour l'instant c'est cool. Alors là, quand je regarde ton palmarès sur Bitrail, je vois que tu es principalement sur des distances qui vont entre 50, 80, on voit un petit pic à 100 km sur la Ouais, CCC. Voilà, tu te restes sur des trails longs à petits ultras, on va dire. ouais. Est-ce que c'est une volonté de monter progressivement en distance ou finalement c'est des distances qui te plaisent et tu veux rester là-dessus? Bah alors là, pareil, il y a un an et demi quand j'ai fait mon premier appel à Patrick, quand on a regardé un peu ce que je pouvais faire, je savais pas trop si je me dirigeais vers du 100 bornes, voire plus, parce que ça me plaît, ça me trotte dans la tête. Donc on a décidé de faire une première année en mixant un peu tout, en faisant des 30, des 40, des 50 et de faire une CCC à 100. Puis cette année-là, c'est quand même très bien passé. On avait fini par les Templiers où j'avais fait cinquième. Et donc cette année, on a réitéré les mêmes choses en fait, sauf que j'ai fait un peu plus de courses, on va dire avec du gros niveau. Mais tu vois, j'ai fait la marathon race en Golden Trail, je vais faire le marathon du Mont Blanc, pareil sur la Golden Trail, ça va être 40 bornes. Et fin août, je me suis réaligné sur une CCC. Après, j'aime bien ces formats-là. Ouais, le 40-60 bornes, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je pense que je suis un peu plus performant sur le 60-70, voire 80, que sur un 40. Mais voilà, ça permet quand même de garder un peu de vitesse, un peu de dynamisme et ça, c'est pas mal. Après, pour l'instant, CCC, ça va être le max 100 km. L'an prochain, on a déjà défini un peu ce qu'on voulait faire avec Patrick, donc on va rester sur ces formats-là pour l'instant. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que tu as envie de performance? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Est-ce que c'est vraiment parce que tu t'es découvert un talent hein, pour cette pratique ou est-ce que la gagne, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré aussi? Bah oui, la gagne, ça m'a toujours attiré. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien faire les choses, que ce soit dans ma vie de couple, de famille, mais aussi professionnelle. Quoi, j'ai toujours voulu bien faire les choses et euh, être bon dans ce que je faisais. Donc, en sport, ça s'est déteint. Après, voilà, comme je te disais, le fait de rattaquer un peu la course à pied en 2018, enfin 2017-2018, et de pouvoir être devant, ben ouais, c'est assez grisant hein, quand même hein, de faire des courses quand tu joues aux avant-postes. Enfin moi je trouve ça vraiment grisant quoi. C'est vraiment top. Euh, et encore plus en ce moment où j'arrive, ben, tu vois, comme au championnat de France, d'avoir fait les derniers kilomètres et m'être bagarré avec des gars comme Martin Kern. Pour moi, ça paraît fou, quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, jamais de la vie, j'aurais espéré faire ça, quoi. Et je sais que voilà, tu vois, la Maxi Race, bon, à la fin, j'ai un peu craqué, là, mais je jouais le top 10 sur la marathon race et je courais avec voilà des Arnaud Bonnet, on a fait le début de course avec Anto Felbert. Enfin, c'est rien que le fait de dire que je puisse faire quelques kilomètres avec eux et des fois jouer des places avec, pour moi c'est fou quoi. Et enfin, c'est vraiment
excellent à vivre. Et pour l'instant, tant que j'ai un peu ces pépites dans les yeux là, quand je cours avec des gars comme ça, je continue à m'entraîner pour continuer à rester avec eux, quoi. Des fois, tu as un petit peu le syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que je suis Ouais, vraiment. ouais, carrément. Alors l'imposteur, non, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup bossé avant. Par contre, fait peut-être un petit peu moins maintenant, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui m'a fait perdre pas mal de place sur la marathon race. Mais tu vois, par exemple, les Templiers, ça a été vraiment ma première belle perf au niveau national, même si j'avais bien réussi la Cité de Pierre en début de saison, mais on va dire que Cité de Pierre début de saison et fin de saison 2022 du coup au Templier, j'y suis parti en étant euh, en ayant en tête que je faisais pas le poids, quoi. J'étais, alors pas syndrome de l'imposteur du coup, mais pour moi j'étais pas capable de pouvoir faire ça avec des gars comme ça, quoi. Ça a un tout petit peu changé cette année, parce que maintenant je sais que je peux sur les belles journées rivaliser avec des bons coureurs. Mais ouais, l'an dernier, je sais que la première année avec Patrick, pour moi, j'allais sur toutes les courses. J'avais jamais à l'esprit de jouer les places que j'ai pu faire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence entre, parce que tu finis 5e quand même au championnat de France, Ouais. entre toi, 5e, et un podium? Est-ce qu'il y a encore une très très grosse marche? Alors oui, très sincèrement, on a pas mal débriefé d'ailleurs là-dessus. Aller jouer la victoire avec Baptiste, ça paraissait compliqué, même avec Benjamin. Par contre, aller jouer le podium, c'était envisageable. Hein. J'ai pas fait un championnat de France. Toutes les planètes se sont pas alignées. Hein. Ça n'a pas été foufou. Hein. J'ai eu des problèmes gastriques. Après des briefings avec Patrick, on a vu que sur les parties plates et très courantes, j'avais pas forcément été super bon, notamment en économie de course. On a pas loupé, mais on n'a pas fait les ravitaux qu'il faudrait faire pour jouer devant en France. On a perdu énormément de temps. Donc non, sur un parcours comme les championnats de France, sans parler que j'allais faire podium, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une marge de progression. Ouais, ouais. Sachant que troisième c'est Romain Maillard, et Romain, bon, il avait un peu explosé au Templier, mais je fais devant lui au Templier, quoi. Donc sur une belle journée, on pouvait aller au moins jouer le podium. Hein, ça aurait été jouable. Le quatrième, Clément Durance, il est juste à 10 secondes de moi devant. Donc ouais, il y a un petit peu de marge, mais bon, voilà, à voir à l'avenir si on arrive encore à en progresser. Ouais. C'est vrai que j'avais croisé Clément à La Réunion Ouais. l'année dernière. C'est un sacré coureur aussi. Ouais, excellent coureur. Ouais. Moi, quand il me double, il me laisse sur place vraiment. Et c'est à la fin qu'il a un tout petit peu craqué. Et bon, moi, malheureusement, je le vois 10 secondes devant moi quand il passe la ligne. Mais ouais, c'est un sacré coureur, Clément. Et là, pareil, personne ne l'attendait trop. Ouais. Sur les France, il était jamais annoncé en tant que favori ou outsider. Et on se doutait tous quand même sur les lignes de départ qu'il allait faire parler quand même. De mémoire, je crois que c'est un marathonien Et je le connais pas personnellement. On a juste parlé vite fait à l'arrivée des France. Je le connais pas perso, mais Nico Martin, qui le connaît lui, m'avait dit que qu'il fallait faire attention à Clément parce que ça allait fumer. Et oui, en effet, il a fait quand même parler à poudre. Ouais, parce qu'à La Réunion, je me souviens qu'il était en train de râler parce qu'il n'avait pas d'assistance et que tout le monde en avait et que c'était pas juste. Et ouais. Je me rappelle de lui pour ça. Ok, super. C'est vrai que ça doit être. Tiens, d'ailleurs, quel est ton avis sur ce fameux championnat? On va rentrer dans un sujet qui est un peu polémique, un peu débat, tiens. Un peu débat. Et le championnat de France de trail, est-ce que tu crois que c'est vraiment l'endroit où tous les meilleurs Français se rejoignent? Quel est ton avis sur les circuits comme ça? Alors que dans le vélo, tu vois, c'est très cadré, c'est très normé, tout ça. Ouais. Alors, du coup, là, on parle du championnat de France, mais pas forcément celui de la Cité de Pierre. Non, tous les circuits qui existent et qui. Alors, j'aurais tendance à dire que là,
au bruit de couloir qu'on entend, ça devrait un peu plus se structurer avec des France qui auraient toujours lieu un peu en début de saison, comme il y a eu cette année, pour pouvoir bien préparer ensuite les différentes échéances, soit le championnat d'Europe, soit le championnat du monde. Donc ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est tout le monde râlait cette année que c'était un début de saison. Sauf qu'on s'est rendu compte sur la ligne de départ qu'il n'y avait jamais eu autant de densité sur un championnat de France. Alors certes, il manquait les top guns, par exemple sur le long, les Thibaut Garivier. Donc il manquait quand même quelques grosses pointures, mais par contre en termes de densité, ça avait jamais été aussi élevé, quoi. Donc moi je suis plutôt partisan de faire ce type d'organisation avec un France en début de saison. Comme ça laisse le temps, mais soit ceux qui sont qualifiés de préparer leurs Europes ou leur monde, et ceux qui sont pas qualifiés, ben ça leur laisse le temps de préparer des UTMB, des échappées belles tranquillement, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, moi, je suis d'avis qu'il faut qu'il y ait un championnat de France avec un très gros niveau, quoi. Il faut que ce soit un peu la course à gagner. Ça permet d'avoir quand même un maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. Donc le fait pas de l'officialiser, mais que ça devienne vraiment la course du mois je te dis une bêtise, de mars-avril, et que tout le monde vienne, ça fera que augmenter les performances et ça fera que du bien au trail, quoi. C'est vrai parce que, enfin, en plus c'est les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Sur je sais pas, le lancer de javelot, celui qui va représenter la France, ou ceux du moins, c'est vraiment ceux qui lancent le javelot le plus loin, le mieux, régulièrement, etc. Si jamais un jour le trail arrive au JO, là, le champion de France ne serait pas forcément le meilleur de France, parce qu'il n'y a pas tous les meilleurs qui sont réunis ensemble. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu dommage, et je te rejoins complètement dans le fait où ça doit devenir le rendez-vous des athlètes élites, quoi. Mais ouais, pour moi, ça serait ce qu'il faut faire. Après, je pense que cette année, ça a passé un petit cap sur ce sujet-là. Voilà, il y avait quand même énormément de densité. Nous, on était très dense sur le long. Il manquait juste, je pense, pour que ce soit vraiment un championnat exceptionnel, il manquait les 3, 4 ou 5 coureurs à 910 tras. Par contre, on l'a vu sur le cours, je pense que, il faudrait qu'on ait des championnats de France tous les ans, comme on a eu cette année sur le cours, quoi. Rentrer dans les 20 ou 25 cette année sur le trail court, c'était phénoménal, quoi, déjà. Donc je pense que voilà, cette année ça a été une bonne marche de passer sur ça. L'an prochain, je crois, et j'ai entendu parler que ça serait un peu la même base en termes de date et de sélection, en tout cas. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Ouais. Je te rejoins parce que quand tu vois l'écart qu'il y a entre les coureurs, entre le premier et le 10e, c'est pas non plus des écarts qui sont lunaires, quoi. Non. Et puis, si tu avances dans le classement, on va prendre le championnat de France court parce que c'est là où il y a le plus de densité, mais t'as des gars qui sont dans les 20-25 qui doivent avoir presque 850 d'ITRA, quoi. C'était monstrueux, la densité qu'il y avait. C'est une très bonne nouvelle que ce sujet, que le trail se structure quand même de je pense mieux que en c'est mieux. pas mal, ouais. Alors, comme je le disais au tout début de l'épisode, on a été mis en relation par Simalp. Comment est-ce que s'est fait la rencontre, et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager entre Simalp et toi? Ben oui, la rencontre en fait ça a été au moment où j'ai voulu un peu me structurer un peu plus, où je regardais un peu pour prendre un entraîneur. Ça s'est fait ça en fait après que j'ai fait 4e sur la MCC. On est rentré en relation avec Flo, le team manager, et le feeling est passé direct avec lui. On avait un peu les mêmes visions des choses, et ça s'est très bien passé dès le premier contact téléphonique. Donc ça a été
pour moi, enfin, c'était complètement une nouveauté, hein, parce que avant, j'avais un club pour prendre ma licence, mais c'est tout, quoi. J'avais ni entraîneur, ni partenaire pour avoir ne serait-ce qu'un short. Voilà, je m'achetais tout et j'avais aucun partenaire matériel. Donc ça a pas mal changé, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai tout mon matos fourni par Simalp, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite avec Flo, ouais, avec Flo et même tous les athlètes, hein, on a une relation qui est assez proche, et on a toujours tendance à dire qu'on fait partie d'une famille, mais c'est vrai que c'est assez sympa. On a un groupe WhatsApp où on rigole bien ensemble, où chacun prend des nouvelles de tout le monde. Enfin, c'est assez familial comme structure. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que j'y suis. Et tout se passe bien. Après, en termes d'anecdotes, la plus grosse, je pense que c'est notre premier rassemblement. On fait des rassemblements une fois par an avec tous les membres de Simalp. Donc il y a et les athlètes. Donc les athlètes, il y a les trailers, il y a pas mal de gens qui font de l'alpinisme, de l'escalade. Donc ça réunit tout le monde. Et en plus, sur nos rassemblements, il y a aussi toutes les personnes de l'entreprise. Donc on côtoie tout le monde. C'est assez sympa à vivre. Et en fait, notre premier rassemblement, c'était fin mars, début avril. Et on avait loué un gîte dans le Vercors. Et en fait, les 2-3 jours qu'on a passés, ça a été les 2-3 jours, il y a eu une tempête de neige fantastique sur le Vercors. Du coup, on était plus ou moins bloqué dans notre gîte. C'était au sommet, enfin, c'était dans un col du Vercors, donc impossibilité de descendre dans les vallées. On avait demandé des livraisons de repas pour pas nous avoir à faire la cuisine. Du coup, tous les repas étaient bloqués dans la vallée, impossible de se faire ravitailler. Et au final, on a passé 3 jours dans le gîte, quoi. On est sorti faire un running dans 80 cm de neige. Et après, on est de suite rentré parce que c'était l'apocalypse, quoi. Et donc, ouais, ça a été ma première rencontre avec tous les gens chez Simalp, et ça a été assez mémorable parce que on a eu des conditions dantesques, et le matin, on n'arrivait même pas à ouvrir la porte du gîte, quoi. Il y avait 90 cm de neige partout. Et voilà, c'était la petite anecdote sympa. Sur le moment, on râlait tous parce qu'on pouvait rien faire, et au final, on a passé 3 jours à l'intérieur. Mais voilà, avec le recul, dès qu'on se voit, on se rappelle ça parce que c'était quand même assez dantesque, quoi. Vous avez fait quoi? Vous avez joué aux cartes? Vous avez fait des séances de squat? Ouais, on a fait pas mal de. Moi, j'étais nouveau, donc j'ai fait pas mal de discussions avec les autres pour les connaître. Il y a eu pas mal d'anecdotes sur l'un ou l'autre, notamment les alpinistes qui nous faisaient part de leurs récits et qui nous montraient que nous, trailers, en fait, quand on avait peur dans un col, parce qu'il faisait froid et du vent, en fait, on avait peur de rien, parce que quand même, ils ont des anecdotes vraiment de malades. Donc ouais, on a fait ça, des cartes. Après, généralement, ces rassemblements, on vit bien, hein, donc on a bien mangé, on a bien bu, et voilà, c'était quand même assez sympa dans l'ensemble. Ça j'ai eu l'occasion j'ai mangé son nom du PGHM de faire un épisode de Fred Souchon, voilà, merci Souchon. Ouais, voilà, Fred, ça a été une des personnes avec qui j'avais plus parlé à ce moment-là, et ouais, il te raconte des histoires, c'est enfin, même tu te dis qu'il peut pas les inventer, hein, mais tu te demandes si c'est vrai, hein, il raconte des trucs de malade. Ouais, épisode 198 du podcast avec Fred, et on avait enregistré à la base de Chamonix. Ouais, c'était un super moment. Ouais. Un super moment. C'est vrai que tu l'écouterais pendant des heures, des jours. Ouais, il est top, Fred, ouais, pour ça. Et en plus, c'est un bon orateur, donc quand il te raconte ça, il met tout en scène. Là, c'est assez intéressant. Ouais. Moi, j'aime bien ces gens-là qui, tu sais pas trop s'ils en rajoutent ou, mais en fait, à la limite, tu t'en fous tant que t'as l'histoire qui te saisit un peu, que tu te fais prendre, et puis c'est pas grave. Ouais, après, connaissant Fred, c'est ça, ouais. Après, connaissant Fred, je pense pas qu'il en rajoute. Hein.
Ouais, c'est ça qui est aussi un petit peu inquiétant des fois. Ouais. Comment tu te vois évoluer dans cette pratique du trail, Rémi, sur les prochaines, je sais pas, t'aimerais te voir quoi? C'est quoi ton rêve ultime tu te dis, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai réussi ma vie de trailleur. Ah bon après ouais, moi je rentre quand même dans l'âge et je me suis fait une raison sur le fait que je continuerai à faire ce que je fais là si j'arrive encore un peu à performer mais voilà, je me suis fait une raison, je ne deviendrai pas champion du monde et encore moins professionnel. Mais après, le rêve ultime, il était pas si loin que ça cette année. Porter un maillot de l'équipe de France, ça serait quand même magique. Mais bon, la marche est quand même encore un peu haute pour moi, je pense. Mais voilà, pour l'année prochaine, on va quand même repréparer avec Patrick, vu que ça devrait être en début de saison, on va repréparer à 150% de nouveau les championnats de France. Voir si j'arrive à réitérer une perf comme celle-là. Mais après, refaire quelques grosses courses. Je sais pas en fait si j'arriverai encore à passer vraiment tous les caps comme on a fait encore beaucoup de temps avec Patrick. Si voilà, très sincèrement, je sais pas trop. On va essayer de rebosser, voir si on passe encore des caps. Et tu vois là, j'avance, je fais mes courses après mes courses. Finalement, à chaque fois que je fais un petit objectif, on se dit que ah ben oui, ça c'est, on pensait pas faire ça, puis on l'a fait. Donc là, je vise, on va dire, à 6 mois. Et tous les 6 mois, je regarde si j'ai un peu progressé ou pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur à déterminer sur le long parce que tu vois, il y a de ça 10 mois, tu m'aurais dit tu fais 5 au Templier, j'y aurais pas cru. 2 mois après, 4 mois après, je fais 5 au France, j'y aurais jamais cru non plus. Donc ouais, c'est difficile de se projeter très loin parce que j'ai aucune idée de ce que je peux réaliser en fait. Est-ce que tu as des rêves au-delà de faire des places sur des trails que tu connais, est-ce que tu as des rêves de distance ultime pour aller faire ça un jour? La distance, c'est pas forcément une question de distance qui me fait rêver, c'est plus la course en elle-même. Je te cache pas que boucler un UTMB, ça me donne envie et je pense que d'ici quelques temps, je le ferai. Je sais pas quand, mais ça viendra. Mais ouais, une UTMB, une diagonale, c'est des distances très longues et qui me paraissent compliquées aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui me donne envie et que je pense que je réaliserai si tout va bien. Mais après, tu vois, ça c'est des 100 miles. J'ai bien envie dans les années à venir, même si je pense qu'il ne me reste pas non plus des dizaines et des dizaines. J'aimerais un peu profiter je te disais qu'on faisait 3-4 jours en famille à chaque course pour essayer de voyager, profiter des régions dans lesquelles on va. Mais tu vois, aller faire une Transgra Canaria ou aller faire un trail à Madère ou faire des choses comme ça, je pense que ça me botterait aussi, tu vois, de lier l'utile et l'agréable et de découvrir autre chose. Vu que j'ai attaqué sur le tard, j'ai comment dire, je pense que j'ai un peu le droit de faire un peu de voyage. Tu veux vraiment qu'on en rentre sur ce sujet-là? Non, alors très sain. Alors, tu vois, au début, là, avant notre enregistrement, tu disais qu'il faudrait peut-être pas aller sur tel ou tel terrain. Je suis pas sûr qu'il faille aller sur celui-là. Non, mais trêve de plaisanterie. Tu vois, faire une train, ouais, aller aux Canaries une fois par an et l'autre année aller à Madère. Je pense pas que ça change beaucoup la chose pour le bilan carbone, sachant que on voyage quand même très peu nous. Mais ouais, ça peut faire partie des choses qui me feraient envie. Mais voilà. Après, pour en revenir sur l'ultra, ça me donne envie. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que si j'y vais, je sais très bien que je vais vouloir y aller préparé
et faire quelque chose de bien. Et par contre, voilà, en travaillant avec Patrick, je sais que si je lui dis on fait un UTMB, je vois ce qu'il va falloir faire en termes d'horaire et de bornes. Et là, tout de suite maintenant, je préfère me focaliser sur des 60-70 bornes que sur un 170. Tu vois, l'autre jour, j'ai partagé sur mes réseaux que j'ai arrêté de faire de l'ultra Ouais, parce je l'ai que vu, ouais. justement, t'as vu Ouais, ça? ouais. Parce que justement, c'était tellement chronophage qu'en ce moment, c'était pas la bonne période dans ma vie. Il y a un entraîneur qui m'a envoyé un message en privé en me disant qu'il n'était pas forcément d'accord avec ma vision parce qu'il disait que pour lui, que si tu prépares un trail long, c'est pas forcément moins chronophage que de préparer un ultra en fonction de ce que tu vas rechercher sur l'une ou l'autre Ouais. distance. Quel est ton avis sur le sujet? Euh, l'ultra, ouais, ça dépend ce que tu veux faire. Mais après, moi, me connaissant, je suis sûr et certain que là aujourd'hui, tu me dis, il faut que tu ailles à l'UTMB. Je vais vouloir faire bien les choses et forcément, ça va engendrer des heures hebdo en plus, des kilomètres en plus. Donc, ouais, ça dépend. Enfin, moi, perso, et ça ne tient qu'à moi, hein, mais aller faire un UTMB et se dire au kilomètre 25, mince, qu'est-ce que je fous là, j'ai pas assez couru et se dire et faire 140 km dans la douleur, c'est pas mon. Enfin, moi, je partirais pas là-dessus comme ça, quoi. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui partent sur une UTMB et qui se disent, ben écoute, je fais une heure rando et quand ça pète et je rentre tant bien que mal en faisant des siestes, en faisant des arrêts de 1 heure à chaque camp de base. Je comprends aussi, mais voilà, moi, ça sera pas. Si un jour je vais là-dessus, ça sera pas mon raisonnement en tout cas. Ouais, tu vois, ça c'est vraiment une des façons de voir le sport que tu pratiques et qui sont vraiment mais tellement divergentes entre Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je répète que c'est que moi mon approche, hein. Je comprends hein, qu'il y ait des gens qui n'aient pas 15 heures par semaine pour préparer une UTMB. Et je pense qu'en plus avec 15 heures, je suis un peu loin de la vérité. Donc, je comprends qu'il y ait des gens hein, qui fassent leur sport par toute la semaine gentiment et qui se disent bah, je vais faire une grosse course juste pour prendre du plaisir à voir des paysages et si je passe les portes horaires tant mieux, si je les passe pas tant pis quoi. Ça je comprends. Après voilà, moi c'est pas du tout ma vision des choses. tu vois, entre un Bernard Mermisol qui termine la diagonale en 23h14 Ouais. et le dernier qui met 66 heures, Ouais, mais c'est fantastique, hein. c'est Moi, incroyable. Benyat, c'est énorme ce qu'il fait parce que ben il arrive à tordre ce gros chantier en 23 heures. Mais le gars qui fait 76 heures là-dessus, c'est un exploit aussi, hein, parce que moi personnellement, tu me dis tu vas faire une diac, tu mets 76 heures, je prends pas l'avion. Hein. Non, mais voilà, enfin, voilà, C'est vrai. 76 heures, 66, ouais. 66, pardon. C'est fou. Fait, c'est aussi impressionnant au final que le vainqueur, quoi. C'est vrai qu'en Et termes de c'est pas la même résistance, vision faut des être fort. choses, Hein. quoi. Ah ben ouais, ben, et puis mentalement, hein. Mentalement, tu restes 66 heures dans un sentier, sachant que la diag, c'est pas un chemin de grande randonnée, quoi. C'est, c'est usant, c'est physiquement et mentalement, il faut être énorme là-dessus. Hmm. Quels seraient, à ton avis, enfin, pour toi, les gros points à travailler pour que tu sois encore plus performant? Est-ce que tu as une faiblesse? Tout à l'heure, tu parlais de problèmes digestifs que tu as vu sur une course. Est-ce que t'en as identifié quelques-uns? Ouais, alors ça c'est très rare hein, que j'ai des problèmes gastriques digestifs. J'ai ouais, enfin mes deux gros points faibles, je m'en suis aperçu là à Annecy, c'est que moi dans ma région c'est un superbe terrain de jeu, mais par contre il me manque un tout petit peu de dénivelé consécutif. Tu vois, moi j'ai des bosses qui font 500 mètres de D+, max. Par contre, j'en ai partout, donc j'arrive à m'entraîner assez facilement sur le dénivelé. Mais tu vois, à Annecy, on avait une descente qui faisait 1200 mètres de dénivelé négatif.
et tu vois, à la fin de la descente, je savais que ça m'avait tué les quadrilles et que ça allait être compliqué pour la suite, tu vois. Donc voilà, m'améliorer là-dedans, c'est sûr que je peux le faire. Après, c'est un peu compliqué puisque ça fait aller un petit peu plus en montagne. Donc à voir si on peut le faire et comment ça peut s'intégrer. Après, là où je peux fortement m'améliorer, alors ça va pas jouer sur les perfs Templiers et France parce que j'y suis arrivé à le faire, mais c'est surtout avoir une hygiène de vie irréprochable, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est de loin la chose le plus dure dans mes plans d'entraînement, quoi. Je préfère faire les semaines diaboliques que me fait faire Patrick. J'arrive à les faire et j'y vais sans jamais avoir trop de manque d'envie. Par contre, c'est vrai que l'hygiène de vie a vraiment évité tout ce qui est pizza, burger, une bière avec les copains. C'est vraiment très compliqué pour moi. Ouais. Donc peut-être que là-dessus il y aurait quelque chose à faire, mais toujours pareil, il faut trouver le bon mélange entre faire ce qu'il faut faire et quand même garder une vie sociale et sachant que c'est pas mon métier, quoi. Quand c'est ton métier, tu dis non à toutes les invitations parce que tu dis que tu peux pas faire ça, pas faire ci. Moi, c'est pas mon métier, donc dire non à des repas ou des apéros entre copains, c'est un peu compliqué pour moi. Ça, je crois que c'est national. Ouais, hein. je pense aussi que c'est national. Après, il y en a qui arrivent à faire le job H24, 7 sur 7, hein, mais je sais que pour moi, c'est hyper chaud. Hein. Et ben, respect à eux. Ouais, c'est clair. Franchement, je retire mon chapeau hein, parce que je suis comme toi. Là, je crois que ce serait peut-être le dernier truc que que j'arriverai à faire avec tous les autres trucs aussi à progresser. Mais ça, l'hygiène de vie irréprochable. Ouais, c'est hyper complexe. Ouais. Du coup, ouais, c'est mentalement, se restreindre un peu tout ça, c'est compliqué. Ouais. Mais je crois que, comme pour l'entraînement, en fait, le secret est aussi peut-être dans l'accompagnement, d'être si tu as quelqu'un qui te fait tes repas, qui gère un peu toute cette partie-là Ouais, aussi. après, pareil, ça fait rentrer un peu dans l'extrême, quoi. Si t'as quelqu'un qui te fait tes repas et que tu dois peser tout au long de l'année le riz que tu mets dans ton assiette et tout, il faut avoir d'une envie et voir si le jeu en vaut la chandelle, quoi. Pour toi, la réponse est non. Non, je dis pas ça, il faudrait essayer. Après, tu vois, pour les France, j'avais fait appel à Seb Diffemron, qui m'a expliqué comment faire. Alors lui, il m'a pas donné de repas à faire, etc. Hein. C'était pas vraiment un suivi menu par menu, mais par contre, il m'a expliqué quoi manger, à quel horaire de la journée, etc. Donc ça m'a pas mal aidé là-dessus. Mais tu vois, dès que les France ont été passés, tu vois, la semaine d'après, je peux pas m'empêcher de faire pas mal de repas plaisir, quoi. Alors que si on s'en tient aux règles de l'art, au contraire, ça serait presque cette semaine-là la plus importante pour justement mieux récupérer et éviter les blessures à la reprise, etc. Mais ouais, moi je sais que après les grosses échéances, j'arrive pas tout simplement à faire mieux que ce que je fais actuellement, quoi. Eh ben, on pourrait aller au resto ensemble après parce que c'est pareil. Moi, c'est un carnage. Hein. Derrière, pareil. Bienvenue dans le club. On fréquenterait les mêmes établissements. C'est ça. Super, Rémi. Eh ben, écoute, on arrive gentiment. Je t'avais dit à peu près 1 heure. Hein. On arrive gentiment. Ça y est, déjà. Ça fait 58 minutes. Ouais, mais ça passe vite. Hein. Ouais, tu vois, je t'avais dit, ça passe toujours vite. Tu disais que tu m'avais dit quand je t'avais proposé de passer sur le podcast que tu étais auditeur du podcast, donc ça m'a fait vraiment très plaisir, hein, vraiment. Ouais, faut le dire. De vrai. Et du coup, je t'ai demandé quelque chose que je demande jamais, de me dire quels étaient peut-être 1 ou 2 épisodes peut-être plus d'ailleurs, je sais pas combien t'en as préparé, mais des épisodes qui t'ont plu sur le podcast et que tu recommanderais aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu ces épisodes. Ouais, bah après, j'écoute régulièrement. Hein, de toute façon,
moi sur mes longues sorties, j'ai toujours un peu les écouteurs à portée de main. Après les épisodes à conseiller, après ils sont tous pas mal. Il y a pas, tu te fais pas un épisode en te disant bon celui-là il sera nul, tant pis je le mets. Après, moi j'avais bien aimé, on en parlait tout à l'heure, celui de Fred Souchon. Puisque pareil, il raconte les anecdotes que moi il m'avait racontées pendant notre épisode des jeux. Il en raconte quelques-unes sur ton entretien, donc il y en a. C'est pas mal, notamment celle où il se fracture la cheville en plein milieu des montagnes. C'était au Népal ou à l'Himalaya, je me rappelle plus. En parapente. Ouais, en parapente, ouais, ils se fracturent. Ils sont, je crois qu'ils marchent, je veux pas dire de bêtises, mais 2 ou 3 jours non-stop avant de trouver la première maison où ils peuvent appeler les secours. Quoi. C'est assez dantesque le truc. Donc celui-là, il était vraiment pas mal l'épisode. Moi, ça m'a bien fait rigoler. J'avais beaucoup aimé celui que tu as fait avec Christophe Basson aussi. Et ça c'est un tout récent que j'ai bien aimé, celui avec Germain Grangier aussi, qui est pas mal. Il me fait bien rire, Germain. Il a toujours un humour un peu décalé, c'est sympa. C'est vrai que celui avec Germain, j'étais inquiet au début. Ouais. Qu'est-ce qui va me sortir comme dinguerie? Ouais, c'est ça. Tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Mais j'aime beaucoup. Alors, je l'ai jamais côtoyé, j'ai jamais fait de course avec lui, mais c'est un de mes athlètes presque préférés. Ouais, il a l'air très sympa et puis il a toujours c'est son humour un peu décalé. Tu sais jamais s'il rigole ou pas. J'ai bien aimé en tout cas le podcast que t'as fait avec lui. Ouais. Mais c'est très récent, non? C'était il y a une semaine ou 15 jours, non? Oui, je crois que c'est un des derniers, là. Ouais, c'est un des derniers. Ouais. Je l'ai écouté il y a pas très longtemps. Ouais. Il est sorti le 20 mai. Mais tu vois, je l'ai écouté. Il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Mais il est très bien, ouais. Bah écoute, et puis c'est vrai que celui de Fred, il est quand même à écouter, hein, parce que s'il y en a qui veulent des petites histoires croustillantes sur ses aventures, hein, c'est assez. Des fois, ça sort du réel. Je me suis dit qu'à la prochaine fois que j'allais à Chamonix, il faudrait absolument que je retourne enregistrer un épisode avec Fred, parce que pour qu'on continue les petites histoires de Castor. C'est ça. Ouais. Tu peux faire des tomes. Tu fais tome 1, tome 2. C'est ça. Écoute, Rémi, merci beaucoup de ton temps, d'avoir pris sur ta pause de rien, avec plaisir. C'était vraiment un très bon moment. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour clôturer notre échange? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout. Donc non, rien à rajouter, si ce n'est prendre peut-être mon exemple sur les gens qui se mettent sur le sport un peu tard. Avec un peu d'entraînement, un peu de volonté, on arrive quand même à changer un peu le cours des choses au fil du temps, quoi. Ouais, t'es un petit peu comme mon copain Thomas Bio qui il y a 3 ans faisait 150 kilos et qui maintenant termine un ultra. Je connais. Ouais. Voilà. Mais voilà ça. Alors je veux pas être un exemple pour tout le monde, mais voilà, s'il y en a on peut se découvrir sans parler d'être hyper performant. On peut devenir un sportif sympa. Voilà. À tout âge. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup à Flo et Simalp de façon générale de nous avoir mis en relation. Et puis écoute, à bientôt, peut-être sur tes prochaines courses. Et puis je suivrai ton évolution en espérant pour toi que tu mettes ce maillot bleu, blanc, rouge un jour. Ouais, écoute, c'est un rêve. Après, on verra si ça peut se réaliser, même si ça paraît un peu utopiste. Faut vivre avec des rêves, hein, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et encore merci à Flo et tous les athlètes Simalp de m'avoir mis en relation. Ça fait passer un bon moment. Allez, merci Rémi. À bientôt. À bientôt. Ciao.